comment on prend les décisions, mais je pense que c'est en tenant des forums comme ça, puis en écoutant les gens d'abord, puis en annonçant des choses ensuite, plutôt que de déposer des projets de loi, les retirer, etc., etc., etc. Enfin, je pense que c'est le début de quelque chose aujourd'hui. Il ne faut pas prétendre que là, aujourd'hui, on a trouvé les réponses. À 3h30, c'est réglé. On passe à un autre dossier. Je pense que c'est le début de quelque chose, puis les décisions doivent se prendre, puis se remettre en question par la suite, parce que éventuellement, si dans 6 mois, on prend la bonne décision pour novembre 2016, il faut accepter de la revoir en 2018 puis en 2020. Mais je vais maintenant tout de suite ouvrir la parole, les échanges avec les gens de la salle. Je pourrais relancer quelques questions, mais vu le nombre de personnes ici qui veulent, je pense, prendre la parole, je préfère laisser le micro aux gens. Donc, allez-y, puis on va laisser les panélistes répondre. Oui, bonjour. Moi, ce que je vois, c'est que là, on a l'exemple, entre autres, des parents qui se donnent corps et âme pour leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'on a comme feedback ou comme information sur le terrain par rapport justement, on parle de valoriser les profs, là, mais les profs qui sont constamment remis en question par les parents, puis que même quand les profs essaient de faire leur job, les parents sont carrément tout en train de baquer les enfants. C'est-tu le rôle du prof de juste négocier ça? C'est-tu quelque chose à faire dans le système? En fait, moi, je fais de l'aide aux devoirs, entre autres, là. Puis on avait un exemple l'autre fois d'une jeune femme qui aide à faire devoirs, puis pour faire une blague, l'élève il a sacré une claque en face. Bien, la mère, elle a dit qu'à la maison, on recevait des claques de son gars, puis que c'était bien normal. Tout ce qu'il demandait, c'est de s'excuser, puis d'accepter. C'était un comportement non acceptable. Puis la mère n'a jamais voulu, puis le fils est juste sorti du système, en tout cas de l'aide aux devoirs, en guillemets, là. Mais on entend souvent ça quand même de certains profs qui ont de la misère des fois, disons, à gérer parce que tu as bien beau vouloir faire les bonnes interventions au niveau des élèves, mais si les parents sont toujours en train de défaire à la maison ce que les profs essaient de faire dans la classe, c'est pas nécessairement évident. Je ne sais pas s'il y a des bonnes pratiques, s'il y a des choses intéressantes qui se font à ce sujet-là. Mais... Excusez-moi. Madame Dubé, ensuite M. Royer. Bien, je peux répondre en partie sur ce sujet-là, à savoir qu'il faut d'abord comprendre la raison du comportement. Je ne dis pas que c'est correct de frapper, évidemment. C'est pas ça, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est qu'on peut avoir un élève qui va avoir le syndrome de Gilles-Latourette. On peut avoir l'élève TDAH qui est impulsif. C'est que moi, je le vis avec mon plus jeune. Tout est toujours basé sur un trouble de comportement. Alors que c'est pour ça que je m'en vais aussi au niveau du diagnostic de TDAH. Il y a une impulsivité qui est là, présente tout le temps, mais ça ne rentre pas dans la norme. Donc, il est toujours en retenue pour des choses. Je ne parle pas de coups, là, dans son cas, on ne parle pas de violence physique, là. Mais il y a une question de comprendre au niveau des conditions à la base, si l'élève a une condition. Je ne dis pas un élève qui n'a pas de condition, ça c'est complètement autre chose, là. Mais un élève qui a une condition, et je vais parler de l'autisme entre autres, on va toujours baser ça sur troubles de comportement. Si tu comprends le fonctionnement de la pensée autistique, tu as réglé 99,9% de tes problèmes avec l'élève dans la classe. Donc, ça, au niveau des enseignants, quand tout à l'heure je disais, écoutez les parents, c'est dans ce sens-là. Pour le parent dont l'élève a une condition, il peut vous expliquer le fonctionnement de son enfant s'il est autiste. Mais si le professeur veut juste passer selon le cadre, puis que moi, mon élève, il est rond, il n'est pas carré, bien, je ne peux pas le rentrer dans ton carré, mon enfant. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est l'ouverture du côté des enseignants qu'il y a à y avoir, mais il faut avoir une meilleure compréhension des conditions. Ça part de là. Après ça, les parents, la portion des parents qui vont laisser faire n'importe quoi par mauvais support parental, c'est complètement une autre question. Ça, je suis d'accord avec vous. Monsieur Royer. Une école, c'est une maison. J'exclus l'adaptation scolaire. Là. Je m'embarque peut-être plus dans la question des parents rois, là, où nous avons raison, l'école est toujours tard. Là. Une école, c'est une maison d'éducation, puis un genre de cadre général là, et d'attente. C'est comme une patinoire. Tu peux bien décider, on va jouer à 7 joueurs au lieu de 5, là, ou 6, ça ne fonctionnera pas. Il y a des attentes, des règles là, pour que cette maison d'éducation-là, on vive dedans, et ça s'applique à l'ensemble des jeunes et des adultes qui vivent là. Mais l'autre élément, c'est que il y a une connaissance de base suffisamment solide sur comment on élève les petits des humains. C'est celui qui disait que l'enfant, c'était comme une œuvre d'art. Ça a besoin d'être encadré. Vous suivez? La journée où moi, là, à un moment donné, l'enfant de 5 ans a pris le contrôle de la maison, là, puis on me dit non, c'est l'enseignante de maternelle, c'est sa faute à elle. Là, moi, comme psychologue, comme intervenant, je vais être, à un moment donné, le soleil se lève à l'est, là, il y a une base qu'on connaît, là,
dans ce sens-là, d'avoir un meilleur statut professionnel, en disant, écoutez, madame, moi, je suis spécialiste de pédagogie et d'éducation, et par rapport à l'apprentissage de la lecture, on fonctionne comme ça. Ou, madame, c'est pas normal que votre enfant vous donne des coups de pied ou des coups de poing dans le ventre là, quand il ne veut pas manger sa soupe, là, quelque chose du genre. On en a vu toutes les sortes. Là, il faut intervenir. Là, quand nous, la personne aurait beau nous dire telle chose, il y a un respect minimal des adultes dans une maison d'éducation qui doit s'appliquer. Il y a un décorum. Merci. M. Gagnon, là-dessus? Mais en fait, pour revenir avec ce que Mme Dubé disait, c'est que si j'étais préparé adéquatement, elle n'aurait pas à s'obstiner avec moi pour que je puisse faire quelque chose de différent dans ma classe. Parce qu'elle le sait que si j'ai tel comportement, c'est dû à son spectre de l'autisme, puis moi je fais comme, non, là, c'est parce qu'il est tannant, là. Bien, si je le comprends déjà, normalement, moi, je vais changer ma façon d'agir, puis je vais de le voir, tout simplement. Puis il faut aussi que les autres élèves, je reviens là-dessus, sachent qu'est-ce qui se passe. Parce que là, je veux dire, puis ça, c'est pas un cas, là. Il faut que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe. Mais il faut que je sois préparé, moi, puis je dois avoir les moyens. En fait, il faut que je sois un expert avant même que le parent en soit un. C'est ça que ça devrait être. Puis si je ne suis pas expert, il faut que quelqu'un m'offre des gens qui vont me dire, Pierre, si tu places le pupitre là, ça se peut que ça ne fonctionne pas parce que quand on sort, c'est des petites adaptations, là. De temps en temps, là, prendre le rang. Je suis plus capable de prendre le rang, moi. Non, mais le rang en silence. Le rang en silence. On est des adultes, on a besoin de sortir en rang en silence. Hey, des enfants, rang en silence. Je suis plus capable. Mais on leur demande d'être en silence. Puis mon petit élève autiste, lui, il n'est pas capable d'être en silence. Ça part, puis il arrive, à un moment donné, il voit une pine sur le bidule, puis il s'en va sur le bidule. Je veux dire, bien, on va juste s'adapter. On va le faire partir avant un petit peu, puis, ou on va prendre du temps avec lui en arrière, ou au lieu de me placer en avant, je vais me placer avec lui. Il y a des choses qu'on peut faire déjà qui pourraient tout simplement faciliter la vie, mais il faut que je sois au courant de ces histoires-là, puis il faut que je sois au courant des moyens que je peux prendre, moi. Ça devrait être moi l'expert, mais je ne peux pas être expert dans tout de suite, tout le temps. Il faut qu'on me donne des outils pour le devenir. Je ne sais pas si ça a répondu. Merci. Oui? La seule Rapidement. parenthèse, c'est que moi, je parlais vraiment des enfants rois parce qu'effectivement, curieusement, on a moins de problèmes avec les enfants qui ont un spectre de l'autisme, une dysphasie, des choses comme ça, que ceux que tu vois que les parents n'ont pas l'air de s'en occuper. Puis on dirait que c'est au niveau des parents qu'il faudrait intervenir. Ben, mais à le ce système semble pas moment-là, rien prévoir c'est au pour ça. prof à mettre son pied à terre. Puis moi, j'ai vu des parents arriver et dire excuse, je vais prendre un rendez-vous avec toi parce que je sais qu'ils sont en éduc de 8 à 9, fait que tu es disponible. J'ai dit non, je ne suis pas disponible. C'est parce qu'il y a d'autres choses à faire. J'ai dit madame, j'ai dit excusez, là, j'ai dit ben écrivez-moi quelques disponibilités puis on va se rencontrer, mais cette semaine, j'en ai plus. À part, puis il n'en revient jamais. Fait que c'était pas si pire. Là. Mais il faut que le prof dise non. Vous rentrez dans le bureau du médecin comme ça, vous autres? Ah oui, je vais prendre rendez-vous avec toi là? Non, personne ne fait ça. Dans le bureau de l'avocat, on fait ça aussi? Jamais. Mais tu ne fais pas ça dans ma classe. Tu ne peux pas rentrer dans ma classe comme tu veux pour me dire que ton fils a fait tel comportement, mais que je n'étais pas d'accord avec telle affaire. J'ai donné une conséquence, je n'aurais pas dû. Non. Ouais. Comme on dit, il y a des enfants qui ont des difficultés, des troubles spécifiques. Oui, à ce Puis moment-là. il y a des enfants aussi qui n'ont juste pas été bien encadrés. Ben, exactement. Moi, ce que je dis, c'est que pour créer un enfant roi, il faut d'abord avoir des parents valets. Et ça, c'est un choix. Oui. Oui, bonjour, je suis enseignante au préscolaire. J'aurais tant à dire. J'espère juste être très claire dans mes propos. Je trouve qu'un des moyens qu'on aurait à se donner, d'abord, c'est de ne jamais oublier avec nos petits, parce qu'on parle d'école dès 4 ans, qu'ils ont un mode d'apprentissage qui s'appelle le jeu. Ici, à l'UQTR, on a eu la chance d'avoir 2 enseignants experts, 2 professeurs experts qui nous ont parlé dans un MOOC que je vous souhaite d'écouter un jour. L'importance du jeu. Alors, si on les enferme, ces petits, dans une salle de classe, il n'y en aura pas juste une belle petite cocotte, le visage tourné vers la fenêtre. Ils vont en avoir 20, parce qu'on en a 20 dans nos classes. Par la suite, par rapport à nos élèves en besoin, j'aimerais bien que nos commissions scolaires s'uniforment, se donnent des règles égales parce que souvent on nous dit, parce que le préscolaire temps plein a été implanté avec vous, M. Legault, à temps plein, dans l'idée de dépister nos élèves. On sait déjà ça.
Et on est bonnes comme vous, les mamans, pour les dépister. Vous nous aidez et on est un peu, on joue un peu le rôle de prolongation de la maman au préscolaire. On les dépiste, ces enfants-là. Mais l'aide qui nous vient, elle n'arrive pas toujours. Et nos commissions scolaires nous donnent des raisons du genre, oui, mais c'est pas avant 7 ans qu'on est capable de dépister telle chose. Alors, les cotes ne suivent pas, les sous ne suivent pas et l'aide ne vient pas. Et il va venir peut-être plus tard s'il y a un prof à un moment donné qui va rédiger ses rapports de manière très, très organisée pour exiger que cette aide arrive. Autrement, ben, elle ne vient pas. Il faut attendre qu'il y ait 7 ans. Puis pourtant, il y a des besoins, cet enfant. Alors, puis j'ai été contente d'apprendre qu'on pouvait recevoir un diagnostic de douance et avoir quand même des difficultés. J'apprends ça aujourd'hui, puis je vais pouvoir mieux comprendre ou questionner davantage la psychologue qui va donner bientôt ce diagnostic à un de mes élèves qu'elle n'est jamais venue voir dans la classe, puis qu'elle ne comprend pas que moi je lui dise qu'il y a des besoins, cet enfant-là. Alors, on a besoin de gens pour discuter aujourd'hui. Si vous permettez, je vais séparer votre question en deux. Je vais y aller d'abord sur, vous avez parlé de la prématernelle 4 ans, puis la nécessité pour les enfants peut-être d'apprendre en jouant. Puis après, on parlera du dépistage précoce pour séparer. Donc, M. Royer, sur la prématernelle 4 ans, qui n'est pas une classe avec des petits bureaux en randonnion, là. Prématernelle 4 ans et la question du jeu. Il y a un débat. Il y a un débat présentement au Québec et moi, je témoigne de l'état actuel des connaissances scientifiques au niveau de l'intervention par rapport au développement de la lecture. Et là, je vais contre même la position de certains décideurs au ministère de l'Éducation, mais je me dois témoigner de ce qu'on sait présentement. Une des plus-values réelles, entre autres, du système ontarien et des meilleurs systèmes éducatifs, c'est qu'en utilisant le jeu, on développe chez les enfants de 4 ans et de 5 ans le lien entre les lettres, les sons et les mots. Et j'ai déjà des jeunes qui sont déjà des lecteurs assez avancés et même débutants lorsqu'ils arrivent en première année. Que les enseignants de première année me disent « Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Ils y arrivent en sachant lire. » Je vais leur dire « Si votre petit bonhomme de 11 mois veut commencer à marcher, vous ne serez pas en train de lui dire « Non, tu restes assis. Tu marcheras quand tu auras 12 mois. » Et dans ce cadre-là, d'accord pour le jeu, mais ne pas intervenir sur la conscience phonologique au niveau des lettres et de la numératie aussi, par rapport à des jeunes qui viennent de milieux qui ont peut-être eu moins la chance, entre autres, de le développer ou qui ont des besoins particuliers. On ne peut pas y aller comme ça. Il faut vraiment intervenir à ce niveau-là. Votre deuxième question portait sur le dépistage, mais si vous dites qu'il y a du dépistage qui se fait en ce moment, mais il n'y a peut-être pas suffisamment. On me fait signe 7 minutes. Je le dis pour tout le monde, que baissez vos attentes. Si vous aviez des questions pendant 20 minutes, on me dit 7 minutes, il faut aller dîner. Donc, sur le dépistage précoce, mais aussi sur l'intervention qui doit suivre, parce que étiqueter les enfants ou les dépister, si on n'a pas les ressources ensuite pour les aider, c'est un peu inutile. Est-ce que sur ce sujet, on a une réaction? Une ligne. Oui. Mettez un ratio pour déterminer le nombre de professionnels dans les écoles. Ça vient de 7 ans, vous avez une école primaire de 400 élèves, vous mettez un ratio d'un professionnel par 150 élèves. Un ratio minimum. Il pourrait être psychoéducateur, il pourrait être psychologue, il pourrait être orthopédagogue, mais un ratio minimum de manière à ce que toutes les fois qu'on a des compressions dans le système scolaire, la seule place où on peut couper, c'est toujours d'un professionnel. Parce qu'il n'y a pas de ratio. Parce qu'il n'y a pas de ratio pour les protéger. J'en vois qui veulent applaudir, mais lâchez-vous lousse. Oui, une autre question, intervention. C'est pour faire du pouce un petit peu sur ce que vous venez de dire. Présentement, je suis éducatrice spécialisée pour la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. J'enlève rien au mandat de l'école qui est vraiment de qualifier, instruire, socialiser, tout ça. Mais le soutien technique est aussi important, je pense, que les enseignants. Et une des situations que je voulais nommer en lien avec ça, justement, du fait qu'on n'a pas de ratio, c'est que, par exemple, sur l'heure du dîner, en fait, non, je travaille présentement dans une classe où est-ce qu'il y a des enfants qui ont le trouble du spectre de l'autisme, mais nous sommes 2 adultes en présence en tout temps pour 8 élèves. C'est des élèves qui ont reçu le diagnostic d'autisme et c'est des élèves qui ont 6 et 7 ans. Sur l'heure du dîner, on est 2 adultes pour 15. Et c'est comme si le gouvernement considérait que sur l'heure du dîner, bien, ces enfants-là sont guéris. Et c'est dans cette optique-là que je pense que pour le soutien technique, c'est aussi important. Et je me demandais s'il y avait eu des recommandations en ce sens-là. Madame Dubé, sur ce sujet? Au niveau des recommandations formelles,
Je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais je peux juste dire que oui, la question du ratio, en effet, ça éviterait énormément quand il y a les fameuses compressions, que ce soit ces postes-là qui soient touchés. Et ce que vous avez nommé, en effet, c'est comme si sur l'heure du dîner, tout d'un coup, pouf, l'autisme n'était plus là. Ben, c'est ça pas mal partout, là. Puis je parlerais même de classes qui sont des classes point de service où il devrait y avoir en tout temps quelqu'un de disponible pour venir dépanner aux besoins pendant les heures de classe, en surplus du TES qui est dans la classe. Et ça, ben, c'est au bon vouloir la direction, à savoir si elle veut forcer en ce sens-là ou non. Fait que vous avez des écoles qui sont des écoles point de service, que finalement, ben, c'est la direction qui est bipée quand il y a besoin dans la classe. Parce qu'il n'y a personne sur le terrain pour venir aider en surplus. Ça, c'est des réalités. Je vais me permettre de dire très, très rapidement, et quand la direction n'est pas là, parce qu'il est parti à un comité quelconque, c'est l'enseignant responsable d'école qui, lui, a une tâche, il a sa classe régulière. Là, il se fait sortir de sa classe régulière pour aller agir dans l'autre classe, mais là, il n'y a plus personne dans la classe. J'étais enseignant responsable d'école, et quand ça bipait et que la direction n'était pas à l'école, parce qu'elle était Dieu sait où, bien là, il fallait que je quitte mes élèves en disant « Soyez fins, je reviens dans 5 minutes ». Donc, Et là, je m'en allais régler une crise. Donc, ça donne avec ça, pour à les quel écoles, point il n'y a point pas de de pompier service. quand le feu est pris. Là. C'est ça. Pour les écoles, point de service, il devrait obligatoirement avoir quelqu'un de disponible en tout temps pour venir aider dans les cas de gestion de crise. Une petite dernière, on me dit 1 minute. Oh, 1 minute, non, j'ose pas. Oui, je vais vous laisser, on va dire qu'on va laisser 1 minute 15, là, mais sinon, je vais me faire vraiment taper sur les doigts. Allez-y rapidement, s'il C'est vous plaît. première question, puis avec l'engagement qui a été fait de l'école de 4 à 18 ans, est-ce que par l'école secondaire, on entend aussi les cégeps? Parce que jusqu'à 18 ans, on va inclure les cégeps là-dedans, si je comprends bien. Là. Ouais, je vais le préciser, juste pour pas qu'il y ait de mauvaise compréhension. C'est de 4 ans, donc c'est pas obligatoire, hein, selon la proposition. C'est un peu comme la maternelle, en ce moment, elle n'est pas obligatoire, elle est facultative, bien que 97-98% des enfants y vont. Même chose pour la prématernelle, 4 ans. Jusqu'à 18 ans, ou diplomation ou qualification, un certain niveau de qualification. Un jeune de 16 ans qui a son DES, son DEP, pas d'obligation quelconque là, de continuer. On va souhaiter s'il veut poursuivre, mais en même temps, s'il a son diplôme d'études professionnelles, mon Dieu, qu'il a gagné sa vie, il n'y aura pas cette notion-là.